d'une certaine façon, on continue le travail des années précédentes, de l'année précédente, mais à la fois, comme à chaque fois, c'est aussi un bloc en soi, non? C'est-à-dire qu'il n'y a pas, il n'y a pas besoin d'avoir rendu les examens de l'année dernière pour passer à cette année-ci, non? Mais bon, l'année dernière, on avait commencé un tout petit peu à attaquer la question centrale, bon, le titre de notre séminaire qui est comprendre et agir dans la complexité, en essayant un tout petit peu de développer les trois termes, n'est-ce pas? La complexité, comprendre et agir, on n'avait pas développé. Hein? C'est-à-dire qu'on avait développé, j'informe pour les gens qui étaient là l'année dernière, peut-être que vous ne vous êtes pas rendu compte qu'on avait fait ça, mais c'était mon intention, notre intention, c'est-à-dire quand je laisse parler Bastien, mais vous savez quand même que c'est rare. Et alors, notre intention était donc comprendre, agir dans la complexité. C'est vrai qu'on a présenté la question de la complexité, on va y revenir certainement, hein, c'est-à-dire à quoi on appelle la complexité, pourquoi est-ce qu'on parle de complexité, etc. Et on a beaucoup développé la question de comprendre, n'est-ce pas, c'est-à-dire par rapport à ce qui était la question initiale du séminaire l'année dernière, quand on a dit mais qu'est-ce qui se passe avec cette réalité? On partait de ces constats tout bêtes, non, qui mettaient en jeu cette difficulté qu'il y avait à agir, non, face à l'information, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on disait plus on est informé, moins on peut agir, n'est-ce pas? Chose qui déjà est une surprise par rapport à le mode de pensée, disons, moderne, occidental, qui est celui qui dit la personne informée agit, n'est-ce pas? C'est-à-dire, je suis informé, donc j'agis. Chose qui correspond un tout petit peu à une certaine vision cartésienne, n'est-ce pas? C'est-à-dire, je pense, donc j'agis, la conscience, bon. Alors, on a commencé en développant ça, en développant la différence qui existe entre être informé et comprendre, en mettant au cœur la question qui sera la question centrale cette année, qui est la question du corps, des corps, en essayant de montrer en quoi la compréhension était qualitativement différente de l'information, parce que la compréhension prend des voies corporelles, c'est-à-dire c'est à travers les corps qu'on comprend. Alors, on avait vu un tout petit peu toute la dimension de la perception, la conscience, n'est-ce pas, etc. Bon, on avait développé un peu ça par rapport à comprendre, hein. Et par rapport à la complexité, comme je disais, bon, on analysait qu'est-ce qu'est un ensemble complexe, on analysait aussi l'impossibilité de polariser un ensemble complexe, chose qui détermine quand même une limite épocale très très importante aujourd'hui, parce qu'effectivement ça veut dire que depuis quelque temps nous devons incorporer à ce qui serait un ensemble de la rationalité, nous devons incorporer un non-savoir qui n'est pas de l'ignorance, n'est-ce pas? C'est-à-dire que par rapport à la complexité, l'axe central, disons, c'est ça, c'est d'essayer de justement comprendre et assumer, hein, l'effet de que l'idéal de la modernité, d'une connaissance complète, consistante, etc., était absolument une chimère, hein, et que cette chimère avait conduit à une utilisation déraisonnable de la rationalité, n'est-ce pas? C'est-à-dire que les rêves cartésiens, les rêves kantiens d'une humanité qui raisonne et qui, comme disait Kant, non, arrive à son état de majorité parce qu'il peut être guidé que par sa raison, comment finalement cet désir très profond de rationalité totale était un cauchemar parce qu'écrasé
toute une tas d'autres dimensions, n'est-ce pas, du vivant, de l'être humain, etc. Donc on avait questionné un peu aussi par rapport à la complexité le rôle de la conscience. Dans la complexité, on a aussi traité, j'énumère comme ça, non, mais ce sont des choses sur lesquelles on peut revenir, mais c'est pour dire un tout petit peu à partir d'où on va, à partir cette année, non, sur la question de l'agir. Dans la question de la complexité, on avait aussi vu un tout petit peu cette production historique, épocale et géographique aussi, non, des savoirs occidentaux, hein, comme la fondation de la science occidentale, un peu mythique, mais quand même en partie vrai, d'un Galilée qui va établir un idéal scientifique et va développer quand même une science qui est une science dans laquelle les sujets de la connaissance est extrait, n'est-ce pas? C'est-à-dire est extrait. Il n'y a rien du sujet de la connaissance à quoi que ce soit à voir avec la connaissance produite. Hein, avec la connaissance produite. Hein, c'est-à-dire c'est bon, la position galiléenne dans laquelle si tu es femme, homme, noir, blanc, etc., il y a cette universelle, non, cette universelle d'une connaissance qui justement est universelle parce que n'est pas entachée, polluée par la subjectivité ou la position ou la sexualité ou je ne sais rien, n'est-ce pas, du connaissant. Hein? Chose qu'on a effectivement critiqué aussi, vu à partir de la critique à l'universalisme, hein? Comment cet idéal d'une connaissance universelle propre, pour dire comme ça, hein? C'est-à-dire stérilisée, comment à la fois ceci avait produit son corrélat idéologique avec l'humanisme. Non, c'est-à-dire l'humanisme dans le sens des il y a une humanité, nous sommes tous humains, bon, toute la problématique qu'on a abordée de façon très répétée, non, qu'on a illustré avec Fray Bartolomé Las Casas, n'est-ce pas, c'est-à-dire nous sommes tous humains, mais certains ont l'humanité accomplie et d'autres moins accomplie. Non, alors les Indiens, c'était des humains, mais l'humanité non accomplie. Les femmes sont des humaines, mais l'humanité non accomplie, n'est-ce pas? Les fous, les enfants, les malades sont des humains à l'humanité non accomplie. Cet homme de l'humanisme que déjà Marx critique, il critique à plusieurs reprises, mais la critique la plus structurée, c'est dans son ouvrage sur la question juive, dans lequel il va parler de cet homme de la bourgeoisie, cet homme de l'humanisme bourgeois, qui est un homme absolument vide, hein, qui regarde le monde depuis un non-lieu, depuis nulle part. Hein. C'est qu'on dirait, dans des termes un peu deleuziens, tout à fait déterritorialisé. Et à la fois, donc, par rapport à la complexité, on a abordé la réaction aujourd'hui actuelle est très très forte, si bien aujourd'hui, elle est très forte, elle commence il y a au moins une trentaine d'années, sinon un peu plus, presque 40 ans, qui est en quelque sorte le retour, mais l'émergence du nouveau relativisme culturel qui, en répondant à cet homme de l'universalisme abstrait, va établir des catégories substantialistes, avec une substance, c'est-à-dire bon, c'est-à-dire c'est tous les travaux un tout petit peu des études postcoloniales, n'est-ce pas, c'est-à-dire qu'ils vont dire il y a une science indienne qui s'oppose à la science blanche occidentale, ou par exemple les refus d'étudier des auteurs occidentaux parce que, au-delà de ce qu'il va dire, s'il est occidental, n'est-ce pas, ou même les conflits qu'on a vécu en vive et en direct par rapport au projet qu'on avait à Buenos Aires l'année dernière, de même dialoguer entre membres du groupe LGTB de Buenos Aires avec des membres du groupe LGTB de Turin, parce que une femme de Turin, du fait qu'elle était une blanche italienne, était quand même du côté du patriarcat, n'est-ce pas? C'est-à-dire cette position comme ça, un tout petit peu, bon, la recherche comme ça d'une identité substantielle, etc., comme réponse effectivement tout à fait compréhensible à l'universalisme, mais aussi donc l'émergence parallèlement des
relativisme plus ou moins guerrier, hein, c'est-à-dire très sympathique peut-être en Amérique latine avec la Pachamama, l'idée quand même d'une non-socle commun, non, en contestant des socles communs universalistes que nous aussi on conteste effectivement, mais aussi comment la réaction des fondamentalistes islamistes ou d'autres religions sectaires aussi correspondait à cette réponse non, historique au socle universaliste colonialiste. Hein. Et nous, on essayait de voir une autre option, hein, comment nous, on pouvait comprendre ça d'une façon non substantialiste, non relativiste, en fixant d'emblée la question du relativisme comme d'abord vraiment une faiblesse de la pensée et une faiblesse de l'action aussi, parce que si bien il est vrai que nous devons pouvoir trouver un autre de la raison non, rationaliste occidentale, cet autre, tout à coup, les trouver dans un irrationnel un peu populiste ou un peu substantialiste, un peu relativiste, est un tout petit peu un agir en miroir, un agir spéculaire dans lequel on voit que chaque relativisme se comporte comme un petit universalisme, n'est-ce pas? C'est-à-dire que, voilà, bon, alors on avait développé tous ces sujets-là, qui sont des sujets qui, conduisaient à la problématique centrale, c'est-à-dire mais alors qu'est-ce qui peut être un agir, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut être un agir. Alors on a fini en énonçant la problématique fonctionner ou exister, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qui échappe, hein, qu'est-ce qui échappe au fonctionnement. Hein. Et donc cette année, on va se centrer sur la question de l'agir. Alors, juste d'un point de vue méthodologique, on avait demandé des suggestions qu'on a essayé d'incorporer à ce qu'on va développer comme problématique. Et on avait dit que ce que serait souhaitable, mais c'est juste souhaitable, hein, ce sont deux choses. D'une part, que pour que les séminaires aient la dynamique qu'on voulait lui donner, qu'on essaye de faire ce qu'on disait sous l'idée de transposer, non? C'est-à-dire ce qu'on développe ici, qu'on essaye chacune de les transposer par rapport à quelle que soit votre pratique, n'est-ce pas? De dire en quoi je trouve ça ou pas dans ma pratique, quelle que soit la pratique, n'est-ce pas? C'est-à-dire d'essayer d'avoir un échange à la lumière de vos pratiques. Vous voyez, c'est-à-dire que ce ne soit pas simplement écouter ce qu'on dit, poser des questions par rapport à ce qu'on dit, mais on demandait ce que serait une écoute active, dans le sens de ce qu'on dit ici, essayer de les mettre à l'épreuve des différentes pratiques qui sont les vôtres. Hein. Alors, c'est vrai que quand on travaille dans un milieu concret dans lequel tout le monde a la même pratique, et donc le discours il va orienter à cette pratique, il est plus facile de transposer parce qu'on dit mais comment ceci existe dans notre pratique. Hein. Tout à l'heure on discutait avec un jeune interne en psychiatrie, alors voilà, si on parle de la psychiatrie, on oriente la question par rapport à la psychiatrie, on partage ça avec des psys, etc. Bon, ici c'est un peu plus compliqué parce que les pratiques, les horizons, les expériences de vie sont tout à fait diverses, n'est-ce pas, il y a plusieurs sens. Mais quand même, ça serait bien si, de façon soit directe, vous voyez, soit... Entrez. C'est pareil. De façon directe, c'est-à-dire au cours du séminaire. Hein, au cours du séminaire, vous pouvez intervenir en disant, écoutez, par rapport à ma pratique, ces points-là, ce qu'on est en train de développer là, je les vois comme ci ou je les vois comme ça. Ou bien utiliser les réseaux, hein, de la liste du collectif pour poser ces questions. Pour poser ces questions, pas seulement à Bastien et à moi, mais poser ces questions aussi à tout le monde. De dire,
par rapport à dernier séminaire, on a pensé si ça ou ça, ou même, c'est arrivé rarement, mais c'est arrivé quand même, ça serait bien si c'était un peu plus dynamique, de proposer des textes, n'est-ce pas, de proposer des textes, de commenter un film, de commenter un événement qui a un rapport avec notre travail, n'est-ce pas, c'est-à-dire les faire le plus interactif possible. Et l'autre possibilité, mais ça, bon, ça regarde chacun, c'est comme on travaille parfois, comme on a travaillé longtemps dans des laboratoires sociaux, c'est-à-dire qu'il y a une séance de séminaire et il y a des séances intermédiaires dans lesquelles, par affinité, des groupes se réunissent pour travailler. Alors, je fais ça comme un vœu pieux, c'est-à-dire chaque année on propose ça, ça se fait jamais. Mais donc j'ai fini vite fait avec les vœux pieux, c'est-à-dire même une fois on avait réussi à travailler de façon dans lesquelles les groupes se réunissaient non seulement par affinité mais par activité. Vous voyez, c'est-à-dire que donc il y avait un groupe de psy, un groupe plus architecture, un groupe plus éducation, vous voyez, qu'ils transposaient dans leur groupe les questions qu'on traitait ici de façon plus générale avec un aller-retour. Bon, je dis tout ça comme ça. Si en juin on a fait une séance de séminaire classique par mois et il n'y a eu rien de tout ça, ce n'est pas grave non plus. C'est pas à cause des divorces, mais c'est souhaitable, disons, c'est souhaitable. Dans tous les cas, je trouve toujours par expérience beaucoup plus intéressant quand tu as cette mise à l'épreuve, vous voyez, cette mise à l'épreuve de ce qu'on développe ici, mise à l'épreuve par des pratiques, hein, c'est-à-dire comment je les trouve pas, où je les vois pas, vous voyez, c'est-à-dire, chose que aussi ça nous permet à nous d'avoir ces défis, les défis d'avoir à penser, mais bon, ça comme on les voit pas, à partir de telles pratiques, n'est-ce pas? Ce que je vous propose par rapport à celles qui s'incorporent aujourd'hui, c'est effectivement comme je vais commencer là par rapport à l'agir, n'est-ce pas? On va commencer. Voilà. S'il y a des choses que vous trouvez des raccourcis, des trucs que vous ne comprenez pas, c'est-à-dire ne vous gênez pas de poser la question, parce que certainement il y a deux choses. D'une part, il y a d'autres certainement qui n'auront pas compris, alors c'est pas un problème. Et en plus, comme il y a beaucoup de gens qui suivent par Internet des séminaires, aussi, vous voyez, c'est-à-dire que c'est pas un problème d'interrompre pour expliquer des choses, d'accord? Ne restez pas avec des raccourcis que vous ne comprenez pas comme ça. Parce qu'à la fois, c'est aussi penser un peu ensemble. Vous voyez, penser un peu ensemble, c'est aussi, tout à coup, certaines choses qui semblent évidentes, questionner cette évidence. C'est-à-dire, mais c'est pas si évident que ça. Alors ça, c'est quelque chose que depuis Pablo Freire, que quelqu'un a oublié maintenant peut-être, mais que c'est bon, c'était ce qu'on appelait en Amérique latine la pédagogie de l'opprimé, on a développé ça, à l'époque de la résistance à la dictature, qui était cette écoute active qui consistait à dire, quand quelqu'un ne comprend pas quelque chose, il y avait le bien un pourquoi ne comprend pas. Vous comprenez? Et c'est pourquoi va lier en général à la pratique de la personne. Vous comprenez? Et c'est ça l'écoute active. La base de l'écoute active, c'est un tout petit peu que ce que moi je ne comprends pas, plutôt que d'être dans la position classique, vous voyez, vous n'avez qu'à comprendre ce que je vous dis, incorporer ce que je vous dis. Dans la pédagogie de l'opprimé, qui était vraiment, vous savez, votre compatriote Alice Domon et Léonide Duquesne, les deux bonnes sœurs qui ont été tuées sous la torture en Argentine, pratiquaient la pédagogie de l'opprimé, hein, étaient tuées pour ça. Hein. Eh bien, un des axes centraux était ce que tu ne comprends pas est très intéressant, parce que qu'est-ce qui fait que ça, pour toi, soit pas compréhensible, n'est-ce pas? C'est-à-dire que celui qui ne comprend pas, s'il ne comprend pas, c'est parce que quelque chose de ce qu'on est en train de dire ne coïncide en rien par rapport à son expérience. Alors, effectivement, c'est-à-dire si ça arrive qu'on explique des trucs, je sais rien, on peut expliquer des trucs un peu scientifiques, ou un peu... et alors, ça ne coïncide pas avec l'expérience. Alors là, c'est la méthode classique, c'est-à-dire il faut ouvrir la tête et essayer de comprendre.
Mais sinon, en général, une écoute active est une écoute qui part de cette base de la pédagogie de l'opprimé, qui dit si l'autre ne comprend pas, c'est pas parce que tu dois trouver la bonne voie communicante, vous voyez, qui est le discours réactionnaire actuel, n'est-ce pas? C'est-à-dire, vous savez, comme ils disent les ministres, quand les gens sortent à la rue, ils disent on n'a pas bien communiqué. Que c'est la façon absolument d'écraser l'autre en tant que dans sa subjectivité. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a une seule vérité, et si l'autre n'a pas compris, si l'autre n'est pas d'accord, c'est parce qu'il n'a pas compris. Alors donc, dans l'écoute active, l'idée c'est ça exactement, de dire mais qu'est-ce que tu comprends, depuis où tu ne comprends pas, qu'est-ce que te semble que... Voilà, c'est ça un tout petit peu l'idée. Donc on va commencer aujourd'hui à partir de l'agir, avec quelques présupposés qui viennent quand même de l'année dernière, mais ne vous gênez pas pour ne pas comprendre. Si vous ne comprenez rien du tout, ne me le dites pas, parce que je suis un métèque susceptible, et au bout d'un moment je me vexe, mais bon. Alors, effectivement, à partir de la question de l'agir, nous, on avait beaucoup travaillé la dissolution du sujet de l'agir, n'est-ce pas? C'est-à-dire que la question de qui agit, hein, qui peut être un sujet de l'agir, non? C'est-à-dire, on avait questionné ça, problématisé ça, aussi dans la question, notre questionnement à tout cartésianisme rationaliste, n'est-ce pas, dans lequel j'agis à partir de prendre conscience. Ça, on a bien vu que ce soit d'un point de vue, disons, général, n'est-ce pas, comment être informé, ça ne provoque jamais un agir, même au contraire, c'est-à-dire, on avait vu comment, à partir d'un certain niveau d'information, ça inhibe l'agir, n'est-ce pas, ça inhibe la possibilité d'agir. Et aussi comparé à la clinique, c'est-à-dire en corrélant ça à la clinique psy, dans laquelle effectivement on voit bien que quelqu'un soit informé de que ce qu'il fait lui fait du mal, ne change rien, n'est-ce pas? C'est-à-dire, j'ai travaillé pendant quelques années avec les bus méthadone de Médecins du Monde, et c'est drôle parce que chaque junkie, il connaissait la drogue, et les problèmes de la drogue, et qu'est-ce que ça provoquait 1000 fois mieux que moi, n'est-ce pas? Et alors, donc effectivement, c'est-à-dire, on n'était pas là pour informer, parce qu'ils étaient très informés. La question c'est, mais qu'est-ce qui fait que quelqu'un agisse dans un sens de se détruire, ne pas se détruire? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un puisse agir par rapport au désastre écologique? Vous voyez, c'est-à-dire, on est informé, hyper informé, surinformé. Alors, qu'est-ce que c'est un agir? Alors, par rapport à cet agir, nous avions avancé jusqu'au point de dire l'agir, il est toujours situationnel, c'est-à-dire, on avait fixé l'idée quand même un tout petit peu, l'hypothèse de que il n'existait pas la possibilité d'un agir que soit un agir dans une sorte d'universel abstrait, n'est-ce pas? C'est-à-dire, dans toute situation, ça c'est bien ou mal, ou en sens téléologique, n'est-ce pas? De dire vers où va l'histoire, hein, comme on le voudrait un certain marxisme ou un certain hegelianisme, n'est-ce pas? De dire il y aurait un sens, non? Là-dessus, on avait fait partie de la critique au principe de la morale kantienne en l'opposant à l'éthique spinoziste, n'est-ce pas? Pour lesquels, effectivement, en n'ayant pas la possibilité de déterminer un bien ou un mal universel général, abolit toute morale du résultat. Hein, abolit toute morale du résultat. C'est-à-dire que les résultats escomptés ne restent pas comme autre chose qu'un imaginaire au départ, n'est-ce pas? C'est-à-dire, où je compte aller n'est pas vraiment l'objectif ni la cause, est un élément d'un imaginaire au départ, on disait, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'à vrai dire, on ne peut pas, une fois qu'on enlève l'hypothèse de qu'il y a un ordre rationnel, le réel rationnel, le rationnel réel, n'est-ce pas? Ou un sens de l'histoire, une fois qu'on enlève ces savoirs sur un sens prédonné, hein, téléologique, une fois qu'on enlève ça, effectivement,
il est très difficile de dire j'agis dans un dispositif, dans une logique des moyens et des fins, n'est-ce pas? Donc, avec toute la discussion machiavélique de la fin justifie les moyens ou pas, ou toute la discussion même que Simone de Beauvoir développe beaucoup sur la morale du résultat ou pas, n'est-ce pas? Alors, donc, effectivement, nous, on disait tout agir dans notre époque, hein, c'est-à-dire, c'est important de fixer ça, hein, c'est-à-dire, c'est important de dire notre ambition dans notre recherche, dans ce qu'on écrit avec Bastien, dans ce qu'on travaille en général, ça n'a aucune ambition dans le sens de découvrir une sorte de vérité sous-jacente, n'est-ce pas? On est toujours dans un point de vue phénoménologique dans lequel la problématique est donnée par l'époque. La problématique est donnée dans l'époque. Alors, dans notre époque, effectivement, nous disons la seule possibilité de trouver des asymétries, n'est-ce pas, de pourquoi je fais ci et je ne fais pas ça, ben, ces asymétries, soit on ne les trouve pas, n'est-ce pas, soit c'est le nihilisme, et alors on tombe dans la technicité, hein, la gouvernementalité algorithmique, hein, c'est-à-dire que c'est face à l'échec de la rationalité kantienne, occidentale, etc., on voit bien qu'il y a cette, c'est pas une tentation, cette réalité d'une délégation de la fonction rationnelle vers la machine, n'est-ce pas? C'est-à-dire le monde macroéconomique, les grandes orientations urbanistiques, etc., aujourd'hui sont gérés par des big data qui sont appelés d'une façon un peu euphémiste machines d'aide à la décision, mais à vrai dire, ces grosses machines produisent par analogie, par big data, etc., produisent les grandes orientations, n'est-ce pas? Et c'est un tout petit peu cette délégation des fonctions de la rationalité qui est fractale, hein, c'est-à-dire qui va dès ce qu'Angélique Delray a étudié comme l'école des compétences, n'est-ce pas? C'est-à-dire apprendre des compétences utiles, hein, avec cette comparaison du cerveau à l'ordinateur, hein, et donc directement voir le cerveau du môme qui apprend comme un ordinateur et donc s'occuper de son fonctionnement. C'est pourquoi dans le ministère de l'Éducation, il y a des neuroscientifiques qui bien expliquaient qu'est-ce que ça serait une neuropédagogie, n'est-ce pas? C'est-à-dire cette vision actuelle dominante dans la pédagogie, dans la psychiatrie, dans l'urbanisme, dans la sociologie, n'est-ce pas? Qui est cette vision fonctionnante. Et la vision fonctionnante est basée sur cette délégation de la fonction rationnelle vers la machine. Alors, d'un côté, il y a la délégation de la fonction rationnelle vers la machine. De l'autre côté, il y a une sorte de cynisme vague, n'est-ce pas? C'est-à-dire que dit, bon, dans la délégation à la machine, il y a une perte de sens, n'est-ce pas? C'est-à-dire, ça ne se pose plus la question du sens, se pose la question du bon fonctionnement ou mauvais fonctionnement. Bon. Là, je récapitule un tout petit peu, hein, c'est-à-dire, je vais vite parce que je récapitule un tout petit peu. L'autre position, c'est la position du cynisme actuel, de dire, bon, on s'en fout, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est un tout petit peu la position de ce qu'on dirait on tournait la veste, vous voyez, c'est-à-dire qu'ils disent, bon, on essayait de faire la révolution, on essayait de changer le monde, rien ne fonctionne, donc puisque c'est comme ça, on va jouir, hein, on va jouir, c'est le cynisme actuel. Il y a aussi, comme autre position possible, c'est la position de l'intégrisme, fondamentalisme, obscurantisme, qui se manifeste par divers populismes qui disent, finalement, c'est la pensée, non, qui décide, ce sont des raisons telluriques, très profondes, irrationnelles, donc c'est refus, c'est abandon de la rationalité. Et nous, on disait, face à cette tendance-là, il y en a d'autres, certainement, mais bon, disons que ça, c'est grosso modo les trois principales. Face à ça, et il fonctionne dans une dynamique, hein, ça fonctionne dans une dynamique. On ne peut pas comprendre la montée des fondamentalismes irrationalistes, populistes, si on ne comprend pas que c'est aussi, de façon spéculaire, avec les développements de tout est possible technicien, n'est-ce pas? C'est-à-dire, quand du côté
intégriste, populiste, je ne sais pas, irrationaliste, on revendique des principes qui viennent d'en haut, qui viennent de, peu importe, ces principes-là essayent de mettre des non possibles, non, face à le tout est possible du monde postmoderne technophile. Alors ça fonctionne en miroir. Non, bon. Alors nous, on disait, eh bien, si nous voulons aujourd'hui penser la question du sens, c'est-à-dire de dire, non, mais quand même, pas tout est en fonctionnement, pas tout, etc., la seule possibilité est la possibilité donc d'opposer à la morale kantienne l'éthique situationnelle qui dit, eh bien, en situation, d'un point de vue phénoménologique, en situation, il y a des asymétries. Et ces asymétries, et c'est le problème principal pour l'agir, hein, ces asymétries ne déterminent pas aucune nouvelle promesse par rapport à l'avenir. C'est-à-dire, c'est l'idée de que dans le cadre épocal actuel, nous ne pouvons pas prétendre agir dans une connaissance des conséquences. C'est-à-dire qu'il faut bien trouver les raisons de l'agir, non pas dans la supposée conséquence, sinon dans la symétrie ici et maintenant. Chose qu'à la fois, ce n'était pas si mal que ça, si nous pensons que ceci nous sort d'un engagement des modes, comme pour reprendre les concepts de Spinoza, hein, d'un engagement de la révélation, n'est-ce pas? C'est-à-dire l'avant-garde connaît l'avenir, le futur, parce qu'il connaît la promesse. Ça nous sort d'un engagement et d'une obéissance à la voix prophétique, hein, de l'avant-garde, des prophètes, peu importe, vers un engagement de la manifestation. Vous savez quoi la manifestation? Ça veut dire ce qui est là, n'est-ce pas? Ce qui est là, et ce qui se manifeste là. C'est-à-dire, alors je donnais l'exemple de deux modes d'engagement, mais qu'aujourd'hui ça existe en France, et même que, effectivement, c'est pas ce qu'on montre dans les journaux télévisés, mais ça existe en France. Mais bon, je mettais l'exemple en Argentine ou en Amérique latine à l'époque de dictature, qu'il y avait l'engagement prophétique, qui était l'engagement dans lequel on disait on lutte parce qu'on a tel modèle de société à atteindre, et l'engagement de la manifestation qui disait on lutte parce que la dictature est insupportable, n'est-ce pas? Bon, aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup de jeunes, des moins jeunes, mais c'est surtout des jeunes, c'est quand même une bonne nouvelle, hein, qui s'engagent dans un engagement de la manifestation. Vous voyez? Ou, eh bien, je pense qu'aujourd'hui, les jeunes qui s'engagent dans la solidarité avec les migrants n'ont pas besoin du tout, ne légitiment pas leur agir par rapport à un modèle de société, vous voyez, par exemple, toutes les conneries qu'ils racontent, mais combien d'Africains vont venir, vous voyez, c'est comme c'est la vision qu'ils ont du Parti Socialiste jusqu'à l'extrême droite, ils partagent cette vision de que l'Afrique est un tube de dentifrice, qu'on va faire comme ça, et ils vont venir tous les Africains en Europe, vous voyez. Et alors donc, il n'y a aucune réponse, ni combien d'Africains, ni combien de non-d'Africains, aucune réponse. Il y a simplement cet engagement de la manifestation de dire, ici et maintenant, lui c'est le commissaire politique, et Quelle différence avec la charité chrétienne qui nourrit les pauvres et qui aide tous ceux qui sont dans la détresse? Le niveau politique. Si, je comprends bien entendu. Alors, la charité chrétienne est... bon, d'abord, c'est fait par des goïs, alors c'est déjà suspect, tu vois. Mais, non, et deuxièmement, de façon moins grave, la charité chrétienne est quand même l'idée un peu de que le monde étant ce qu'il est, on va pallier un tout petit peu aux souffrances. Et ça, c'est le côté de bonne foi. L'autre, c'est pour qu'il ne nous casse pas les couilles, tu vois, c'est-à-dire au pire. Tu vois, donc dans la charité chrétienne, il y a un côté que la chose reste comme ça, tu vois, c'est-à-dire dans l'engagement de la manifestation, il y a une radicalité d'opposition. Sauf que cette radicalité d'opposition se passe d'un programme, tu vois. En tant que la charité chrétienne a un programme, c'est le maintien de l'ordre injuste.
C'est-à-dire les petits curés qui sont passés vers la théologie de la libération, qui s'appelait les curés pour le tiers-monde, leur cura del tercer mundo, non? Et, eux, ils sont cassés avec la charité. Tu vois, c'est-à-dire la première contestation des curés pour la libération, tu vois, qui s'est réunie à Medellín, en Colombie, en 68, une des premières déclarations, c'était on casse avec la charité, tu vois, et on veut la justice. Tu vois, c'est-à-dire... Donc, bon, voilà, tu vois, justement, ils luttaient contre le pouvoir de l'État. Ceux qui soutiennent simplement les immigrés, comment ils s'appellent, la soupe populaire, etc., ils ne s'opposent pas au pouvoir, la structure. Et c'est la même chose que tu viens de dire. Si j'ai bien compris, ceux qui soutiennent, je les soutiens. Mais il y a un autre niveau, qui est le niveau justement politique. Non, c'est pas pareil, tu vois, de dire il va falloir donner un tout petit peu de sous, il va falloir quand même s'occuper des pauvres un tout petit peu dans le soutien du modèle dominant, que de dire je m'oppose à cet axe central injuste du pouvoir dominant qui ferme les frontières. Tu vois, c'est-à-dire je m'oppose à ça. Et les conséquences ne sont pas les mêmes, tu vois, c'est-à-dire personne va en tôle ou se fait tabasser pour faire de la charité chrétienne, en tant que les copains et les copines qui s'engagent, tu vois, soit tu vois, pour les sans-toit, pour les sans-papiers, pour les migrants, tu vois, c'est-à-dire effectivement sont dans une position d'une radicalité d'opposition à l'ordre existant, pas à l'État particulièrement, tu vois, à l'ordre existant, tu vois. Et alors, ce sont des exemples d'un engagement de la manifestation dans le sens auquel il y a une asymétrie. Tu vois, c'est-à-dire dans la charité, tu ne parles pas d'une asymétrie. Dans la charité, tu dis, bon, il va falloir donner un peu ces pauvres gens, ça me fait de la peine, ou pire encore, pour que tout reste, pour qu'ils restent tranquilles, tu vois. Non, dans l'engagement de la manifestation, c'est pour ça que je donnais l'exemple que j'ai connu et qui continue dans certaines formes en Amérique latine, qui est un engagement d'une radicalité totale, même armée à l'époque, dans lequel tu dis, tu vois, la plupart des copines et des copains combattants étaient dans cette position-là, tu vois, étaient dans une position de dire, nous on prend les armes contre la dictature, tu vois. Et il y avait une minorité, comme toujours malheureusement, tu vois, qui savait comment le monde devait être. Donc ils étaient dans la position révélation prophétique. Tu vois. Alors, effectivement, la question c'est l'engagement manifestation est celle dans laquelle situationnellement, tu vois, situationnellement, tu trouves une asymétrie et tu n'as pas besoin, les moteurs n'est pas dans l'avenir, n'est pas dans la promesse. C'est pour ça que l'engagement manifestation incorpore dans cet agir, incorpore effectivement un élément central de la complexité qui est agir dans un certain niveau de non-savoir. Jusqu'où tu peux pousser, enfin, dans tout cas figé dans le temps, une catégorisation qui serait l'engagement par de manifestation et l'engagement à partir d'un projet, d'un idéal ou d'une conception. Parce que quand tu vois des luttes, tu t'aperçois que parfois elles commencent par un engagement de manifestation et elles finissent par un élargissement et des propositions qui viennent revalider un projet. Tu prends des grèves ouvrières, souvent elles commencent par un petit truc, c'est non, on arrête, c'est un engagement de manifestation, puis au cours de la grève, etc., il y a des choses qui se passent. Et il y a des choses qui émergent de nature différente, et au-delà du fait qu'il y ait tel ou tel leader. Sur les manifestations de climat, on pourrait bien avoir ça aussi. C'est-à-dire aujourd'hui les jeunes ils disent non, mais il n'est pas impossible qu'à un moment donné ils soient amenés à se poser des questions. La différence, c'est quand même que dans ce qu'on appelle l'engagement par manifestation, tout le monde a compris que c'est pas République Bastille. Hein. Et dans un engagement, comme on dit, par manifestation, non pas par révélation, émergent des propositions conflictuelles, multiples, contradictoires, des
nouveaux possibles. Oui. C'est là où va apparaître les nouveaux possibles. Ça continue à s'opposer à la révélation, parce que les nouveaux possibles sont expérimentaux, contradictoires, conflictuels, tu comprends? C'est-à-dire que toi, tu as vu, moi j'ai vu 1000 fois dans ma vie, émerger dans des luttes qui sont des luttes vraiment par rapport à une asymétrie concrète, situationnelle, n'est-ce pas? Que c'est, bon, ce que Leibniz dirait, un acte non prophétique, non par révélation, sinon par la manifestation de ce qui est là, non phénoménalement ce qui se présente là. Moi j'ai vu, mais des centaines de fois, tu vois, dans des différents foyers, par exemple ce que nous avons accompagné, auxquels j'ai participé, les occupations des terres, tu vois, par des paysans, au Brésil par des Indiens, le développement du troc, le développement des usines en autogestion, et qui se développent comme, bon mais d'accord, ça c'est pas possible, et il n'y a pas que la lutte, il y a aussi réciter c'est créer, tu vois, donc la création des projets. Mais ces projets-là, à un moment donné, sont capturés, déviés par quelqu'un qui a un projet tout fait. Tu comprends? C'est-à-dire que l'engagement par manifestation reste dans une logique de l'éthique et non pas de la morale, non pas de la promesse prophétique, dans le sens auquel, tu vois, les gens qui en Argentine, excuse-moi, je cite cet exemple, l'avant-garde mondiale, l'Argentine, quand même, et les gens qui en Argentine, tu vois, ont des usines en autogestion, qui ont des terres occupées, etc., ne construisent pas un modèle de ce qui doit être. Tu vois, c'est une expérimentation de nouveaux possibles que, force est de reconnaître aujourd'hui, n'accouche absolument pas d'un nouvel horizon. Pour le moment, n'accouche pas d'un nouvel horizon. C'est même ce qui s'est passé en Amérique latine avec tout le développement de cette alternative qui, face à notre échec, parce que ça fait partie de ça, tu vois, c'était un échec total, je parle autour des années 2000, n'est-ce pas? C'était l'échec total de toute l'alternative qui avait une myriade d'expériences en toute l'Amérique du Sud, d'alternatives comme ça, donc dans le cas résister, c'est créer vraiment. Et qu'on n'a pas réussi du tout à accoucher un mode de gouvernance qui corresponde à ça. Et alors, un symptôme de l'échec, c'était le retour des vieilles gauches comme seule possibilité. Et l'échec, effectivement, des vieilles gauches comme toujours, tu vois. Dans tous les cas, cet échec était un échec sans goulag. Bon, il y a toujours ça, tu vois. Mais, bon, c'est ça. Donc... sinon, je ne parlerai plus, mais là, j'ai une image. Est-ce que ceux qui disent aujourd'hui en France et dans d'autres pays, il y a plein de petits ruisseaux, il y a les infirmières, les gilets jaunes, les jeunes, etc. Quelqu'un qui synthétise, c'est-à-dire qui a réussi à ce que ça converge. Est-ce que c'est prophétique? Est-ce que tu penses que ça sera tout seul? C'est-à-dire, c'est comme géologiquement, je pense, dans une pente, il y a plusieurs, ils vont se retrouver forcément. Est-ce qu'il ne faut pas une volonté, quelqu'un ou plusieurs, qui font que ces ruisseaux... À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui réunit les ruisseaux, on est dans la merde. À chaque fois qu'on a quelqu'un qui réunit les ruisseaux, parce que il y a quelque chose que justement, c'est les points qu'on va développer aujourd'hui, justement, c'est-à-dire il y a quelque chose effectivement dans l'éthique situationnelle, dans l'agir situationnel, qui doit tenir à cette spontanéité, cet excès de puissance voilà, c'était quand même notre échec, alors là oui, dans lequel la France a participé, des non-global, non? C'est-à-dire dans lesquels on avait développé des expériences un peu partout, on arrivait à se parler dans les forums sociaux alternatifs, jusqu'à qu'ils sont arrivés les vieux de la vieille de toujours, et ils se sont dit, c'est très bien tout ça, c'est social, maintenant il faut passer aux politiques. Et passer aux politiques, ça signifiait justement qu'eux, ils avaient une idée de comment on allait canaliser les ruisseaux. Tu vois, quand on canalise les ruisseaux, c'est toujours les désastres. Avec beaucoup d'empathie. C'est... Avec beaucoup de... Non, nous on a travaillé beaucoup, mais je ne voudrais pas trop me lancer là-dessus parce que c'est un sujet à part, n'est-ce pas? C'est-à-dire, on peut le développer, mais
Nous, on a travaillé beaucoup, tu vois, en Argentine, au Brésil, même en France, dans certaines mesures, ou en Italie. On a travaillé beaucoup sur la question de quel rapport entre situations. Quel peut être le rapport entre situations? Mais toujours en essayant de voir comment il n'y avait pas une situation des situations, pour dire comme ça. Tu vois, il n'y a pas une situation qui totalise les situations. Comment nous pouvons continuer à agir sans prétendre rétablir un socle commun? Tu vois? Pourquoi? Eh bien, pas par dogmatisme, mais parce que ça fait un siècle et demi de révolutions qui ont produit tout le contraire de ce qu'on voulait. Vous comprenez? C'est-à-dire que, quand même, alors, effectivement, là, comme historiquement, on est face à un débâcle de la rationalité universaliste, etc., comme on est face à un besoin de penser l'agir, le sujet de l'agir, parce que tout seul, ça s'est fait. Rappelez-vous des thèmes qu'on a développés l'année dernière sur les nouveaux sujets des droits, comme un symptôme de la dissolution de l'humain en tant que sujet, n'est-ce pas? C'est-à-dire, on est tous d'accord qu'on est très content que le guénon en Argentine soit un sujet de droit, par exemple, vous vous rappelez que c'est le premier qui a donné quand même une jurisprudence dès qu'un animal pouvait être un sujet de droit, ou déterminer que la forêt est un sujet de droit, sujet, pas qu'elle est objet de droit, sujet de droit. Mais cette dissolution de sujet, à la fois, ça nous oblige à penser donc l'agir sous un autre mode que celui de la révélation. Parce que celui de la révélation, c'est quand même celui qui reste prisonnier de quelque chose qu'on va essayer avec Bastien de déconstruire cette année, qui est le rôle de la conscience dans l'agir. N'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est quand même un des axes qu'on va développer aujourd'hui, et non pas aujourd'hui, mais dans cette année, qui est ce rôle que l'Occident va donner pendant quelques siècles de la conscience comme condition de la politique, comme condition de l'agir, non, dans cette capture dans un dispositif cartésien, n'est-ce pas, cartésien, kantien. Alors, la question c'est que, c'est ce qu'on va essayer de développer aujourd'hui, c'est effectivement, dans toute situation, non, bon, je voulais juste dire que, jusque-là, tout ce que je voulais dire, c'est que si nous parlons de situations, d'un agir situationnel, c'est parce que justement, face à cette impossibilité rationnelle, la rationalité, comme on l'a dit souvent, est un ensemble à géométrie variable qui change par rapport à l'époque, n'est-ce pas? C'est-à-dire que dans une époque, dans cet ensemble-là, il y a des axes, des axiomes qui sont très importants et qui changent par rapport à l'époque. Vous voyez, par exemple, jusqu'à 1900, la contingence, le hasard, l'aléatoire étaient hors rationalité, n'est-ce pas? Et à partir de 1900, l'aléatoire devient central comme préoccupation rationnelle, par exemple. Vous voyez, donc, ce qui est rationnel est un ensemble à géométrie variable et épocalement déterminé. Bon, très bien. Alors, on peut croire ce qu'on veut, effectivement, mais rationnellement, il s'avère qu'aujourd'hui, pour aujourd'hui, on est loin d'être les seuls à le dire. Soit on adhère à une délégation de la rationalité vers la machine, soit on oublie la rationalité vers un irrationnel qui s'exprime par des fondamentalismes, populisme, etc., au relativisme, soit on dit que la rationalité nous permet de penser qu'en termes situationnels, n'est-ce pas? Et c'est là où, effectivement, Spinoza nous aide, quand Spinoza, effectivement, va dire il n'y a pas de bien ou mal dans le sens kantien, n'est-ce pas? Un bien ou un mal qui est bien ou mal dans toute situation. Il y a ce qui est mieux ou pire, hein, dans le sens de déployer la puissance dans chaque situation. Hein. Et c'est son fameux exemple, dans son échange, dans sa correspondance avec les marchands des grains, hein, dans lequel il met l'exemple de Néron et Oreste, oui, qui tous les deux ils ont commis un matricide.
Matricide. Et alors il dit, bon voilà, les gestes de base, c'est drôle parce que Spinoza va utiliser les mots qui est utilisé après dans la physiologie, dans la biologie, les gestes de base, c'est-à-dire les gestes asémantiques, hors tout sens. Les gestes de base, il va dire, c'est les mêmes. Ils sont tous les deux tués une femme qui était leur mère. Sauf que Néron, pour Néron, c'est dans un acte de barbarie, hein, tout est possible, il n'y a rien qui limite ma puissance. Et pour Oreste, c'est dans un acte de civilisation, c'est-à-dire de corriger quelque chose qui était une sorte de faille de barbarie. Alors c'est un exemple maximum, surtout imaginez-vous, pour un juif séfarade, parler, tuer sa maman, c'est quand même, il n'y a absolument rien de plus grave que ça. Alors Spinoza, là, il allait à la limite pour dire, vous voyez, il n'y a pas de bien ou mal universel, même ça est situationnel. Vous voyez? Alors situationnel, ça veut dire qu'on ne peut pas déterminer, hors contexte situationnel, la valeur d'un geste, hein, hors d'un contexte situationnel. Et la deuxième chose que va dire Spinoza comme important pour nous et qui est un défi, c'est le fait que dans la situation, je ne peux pas prévoir, hein, vous vous rappelez, c'est quand même un passage qu'on avait beaucoup insisté, on avait lu l'année dernière, quelque chose qui est vraiment en question, c'est qu'il dit, parfois j'agis bien, et en agissant bien, je provoque un mal majeur, et parfois j'agis mal, et en agissant mal, je provoque un bien majeur. N'est-ce pas? Donc, Spinoza va mettre, vous savez bien, c'est quand même l'axe de toute son éthique, le non-savoir. Hein, c'est non-savoir sur ce qu'un corps peut. Hein, c'est-à-dire de dire, bon voilà, je dois agir par rapport à cette asymétrie situationnelle qui se trouve au départ et non pas dans la promesse, non pas dans la révélation. Je dois agir, mais en plus, je n'ai aucune garantie par rapport à ce qui va se passer dans la situation 2. Alors c'est là où nous disons, le seul agir ne peut être que situationnel. Et là où on va essayer d'aller, c'est mais à quoi on appelle une situation. C'est ce que je veux un tout petit peu présenter maintenant, sauf s'il y a des questions par rapport à Spinoza, à tuer sa maman, etc. Voilà. Et bien. Alors, par rapport à qu'est-ce qu'on nomme situation, on va citer deux ou trois, surtout traditions comme ça, historiques, importantes, qui dans tous les cas existent dans un peu les terrains de discussion en France, disons, en Occident. À quoi on nomme une situation? Parce que c'est beau de dire l'agir, tout agir ne peut être que situationnellement déterminé. C'est pas? Ok. Après, on va voir que dans l'agir situationnel, nous ne mettons pas un sujet de la décision. Mais on va voir. On va voir. Alors, dans la tradition, il y a deux éléments à situer, mais que finalement ça se confond, qui est l'idée qu'une situation, ça serait, pour le dire comme ça, d'une façon un peu abrupte, une situation, comment je définis les limites d'une situation, n'est-ce pas? Alors, une situation peut se définir par une clôture, n'est-ce pas? De dire, voilà, ça c'est une situation, n'est-ce pas? Ou une situation peut se définir en intensité interne, en intériorité, n'est-ce pas? Bon. La tradition classique, toujours va définir la situation comme ce qu'on appellerait un multiple convergent. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui convergent et qui déterminent une situation. N'est-ce pas? Donc, dans la tradition de la pensée occidentale, en général, le situationnisme, par exemple, de Guy Debord, c'est un extrême, n'est-ce pas? Pour Guy Debord, non, le papa du situationnisme, justement, il l'appelle situationnisme. Pour Guy Debord, carrément, une situation, c'est quelque chose qui pas seulement convoque le sujet de l'agir qui est chacun en tant qu'individu. Vous voyez, donc, il garde l'individu, il garde la personne intacte, mais en plus, les situations sont des situations créées. Vous voyez? Alors, les situationnistes, ils disent qu'il faut créer des situations. Vous voyez? On est quelque part, on va créer une situation par une provocation, par un agir, on va créer une situation.
n'est-ce pas? Disons que ça, c'est l'extrême opposé de notre position. Hein, c'est-à-dire, parce que là, pas seulement une situation, elle est délimitable par un contour, hein, mais qui plus est, la situation dépendrait de la volonté consciente de quelqu'un qui agit. Vous voyez? Donc ça implique beaucoup de choses. Ça implique qu'il y a des gens, et c'est un tout petit peu l'élitisme situationniste, hein, c'est-à-dire, bon, les plus jeunes ne connaissent pas ça du tout, mais le situationnisme a donné quelque chose, c'est très paradoxal, qui était une sorte d'élitisme total, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'était des élus, archi-élus, qui avaient une compréhension du monde, que les autres, les kidam, on ne pouvait pas piger. Non, il y avait un truc comme ça très, très élitiste, dans lequel certaines personnes, alors, par droit divin ou parce que Guy Debord et Van Eghem les décidaient, eux, ils pouvaient créer des situations. N'est-ce pas? Et les autres, non. Les autres étaient perdus dans une sorte de fonctionnement. Bon. Alors, effectivement, là, on ne questionne pas les sujets, c'est-à-dire il y a des sujets qui sont des sujets, voilà, les situationnistes qui créent des situations. Il y a l'idée qu'une situation, elle est créée, donc c'est un constructivisme, hein, c'est-à-dire je crée la situation n'a rien d'autonome en soi, qui m'appelle, qui m'interpelle, qui me touche, qui m'englobe. La situation est quelque chose que j'ai créé par décision, n'est-ce pas? Et bon, il y a effectivement l'idée de que je sais pourquoi je l'ai fait, en plus. Enfin, je sais pourquoi je l'ai fait. Disons que, mis à part cette position extrême, n'est-ce pas, volontariste, consciente, rationaliste, disons que, quand même, grosso modo, de façon plus soft, il existe cette idée de qu'une situation, quand même, est un ensemble dans lequel, sans trop pouvoir expliquer pourquoi, il y a des choses qui comme cristallisent. Voyez? Alors, en philosophie, dans la tradition philosophique classique, c'est un tout petit peu l'idée d'Épicure, hein, en répétant Lucrèce, c'est-à-dire, vous savez, la question c'était pourquoi des choses autonomes, n'est-ce pas? Pourquoi des choses tout à coup convergent et font une situation. Il faut penser ça d'une façon tout bête, c'est-à-dire, vous voyez, c'est-à-dire, vous êtes dans la rue, vous marchez, et si tout fonctionne, les gens suivent leurs circuits normaux, vous savez, c'est-à-dire la rue est très intéressante de s'asseoir et regarder, non? Et vous voyez comment il y a des dimensions tout à fait différentes qui se croisent sans problème. Vous voyez, par exemple, il y a le rhum jeté par terre, qui est normal qu'il soit jeté par terre. Il y a l'enfant rhum qui est jeté par terre aussi, c'est normal qu'il soit jeté par terre. Il y a l'enfant non rhum normal qui, lui, il marche à la verticale. Il y a, vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a toute une circulation comme ça. Et alors, tout à coup, qu'est-ce qui crée une situation? Qu'est-ce qui crée une situation? Alors, classiquement, on dit, et c'est ça, c'est là où il y a quelque chose d'Épicure, n'est-ce pas? Ce qui va dire Épicure, c'est tout se passe pour qu'il y ait pour que ça coagule une situation, n'est-ce pas? Pour que des trucs divers et multiples créent une situation. Il va dire tout se passe comme dans les atomes. Bon, c'était une hypothèse sur les atomes. Il dit les atomes tombent. Bon, c'était des atomes qui tombaient. Et alors, à un moment donné, il dit un atome dévie de sa trajectoire et entre en coalition avec l'autre atome. Et ça, il l'appelle l'éclinamen. L'éclinamen, la déviation, qui fait qu'il y a une déviation. Bon, c'est une image, hein, c'est-à-dire il n'avait pas vu Épicure des atomes tomber. Mais ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que dans la rue, tout à coup, plutôt, bon, il y a les rhums par terre, il y a les gens qui circulent, toute la circulation, vous savez, des regards qui est très intéressant, etc. Et tout à coup, il y a un parome qui tombe par terre. Ouais. Moi, je me souviens une fois, j'avais fait une chronique là-dessus à la radio, parce que il y avait un mec qui était un peu barbu, mais pas barbu comme maintenant, vous voyez, c'est-à-dire soigneusement 3 jours, etc. Et
et qui était habillé non pas avec les pantalons cassés, mais comme il faut qu'ils soient cassés. Donc il était un peu bizarre, les mecs. Et il tombe. Il était par terre, en fait, il était par terre. Et alors les gens qui passaient avaient comme un moment d'arrêt. Vous voyez, il y avait un moment d'arrêt, non? C'était comme un début de clinamen. Vous voyez? Pourquoi? Parce que, est-ce que c'est un habitant des parterres? Donc, vous voyez, des habitants des parterres, on voit tous les jours. C'est-à-dire, ils sont là, vous ne savez pas si le pauvre mec a eu un arrêt cardiaque, si le mec il est une inanition, vous ne savez rien. Mais si c'est un habitant des parterres, nous, on peut continuer à marcher parce que, vous voyez, il n'y a pas de clinamen. Mais ce qui avait été très intéressant ces jours-là, c'est-à-dire que les mecs, il était un peu frontalier, vous voyez, c'est-à-dire, on ne voyait pas si c'était un habitant des parterres et donc on devait l'enjamber et continuer, ou si c'était un habitant de la verticale qui était tombé. Vous voyez? Alors c'était drôle parce que c'était comme une sorte de turbulence avant le clinamen, vous voyez, c'est-à-dire les gens doutaient, mais est-ce que c'est un habitant des parterres ou est-ce que c'est un de comme nous qui est tombé? Non? Si c'est un de comme nous qui est tombé, il faut aller voir, n'est-ce pas? Bon, alors, au fait, l'idée de la situation de ce point de vue-là, c'est très lié à l'idée d'une passivité des sujets qui participent, hein, par rapport auquel quelque chose d'extraordinaire, vous voyez, c'est-à-dire qu'un Français blanc, avec la barbe comme il faut, etc., tombe, c'est pas ordinaire. Vous voyez, c'est pas ordinaire. Il y a quelque chose qui se passe là de l'ordre du clinamen. Alors, dans cette théorie-là de la situation, l'extraordinaire est un stimuli extérieur, vous voyez, que je reçois passivement. Vous comprenez? C'est-à-dire, je me balade, je vois quelque chose qui serait extraordinaire en soi. Alors, dans la théorie du clinamen, la situation se définit comme ça. Se définit par quelque chose, une rupture de la verticalité des atomes, n'est-ce pas, de la chute verticale des atomes, une rupture par l'émergence, l'auto-émergence en soi, en dehors de soi, en dehors de la volonté donc des situationnistes, non? Les situationnistes, même dans les théâtres de l'opprimé, Auguste Boal faisait ça. Auguste Boal était très influencé par le situationnisme, donc il provoquait des trucs. Non? C'était tristissime quand personne ne réagissait, par exemple. Non? Mais bon, il provoquait quelque chose. Donc l'idée, c'est un tout petit peu ça. L'idée, c'est sans aller jusqu'à la provocation, l'idée, c'est qu'une situation dépend d'un clinamen, dépend d'un événement extérieur aux gens qui sont là, hein, et qui les interpelle. Alors nous avons parlé beaucoup, on va revenir cette année, de ce qu'on nommait l'appel. Alors on avait beaucoup évoqué le conte, la nouvelle de Camus, La Chute. Hein? On avait beaucoup évoqué ces moments dans lesquels les mecs entendent plouf, non? Il marche, il entend plouf, et donc il entend ça, et il dit ça doit être un sac de poubelle. N'est-ce pas? Ils ont dû jeter un sac de poubelle et ils continuent à marcher. Bon, tout le reste de la nouvelle, c'est comment, effectivement, les mecs qui, en ayant entendu plouf, continuent à marcher, voient sa vie finie. N'est-ce pas? Il y a quelque chose quand même. Bon. Alors, ça, disons, jusque-là, c'est la vision, disons, dominante, non? Majoritaire, comme ça, dans la philosophie, dans la morale, de qu'une situation est quelque chose qui est extérieur à nous et qui nous touche de façon passive, c'est-à-dire que nous touche de façon passive. Bon. Ce que nous allons essayer de développer ici, c'est une position phénoménologique plus radicale, dans laquelle, effectivement, la situation est produite non pas certainement pas par une décision consciente, n'est-ce pas, mais non plus par l'émergence autonome d'un extraordinaire extérieur. Dans notre position philosophique, politique, non, nous dirions qu'une situation, elle est provoquée au contraire toujours par un excès de puissance qui va nous permettre de transformer ces faits-là en un événement, donc lui donner une catégorie d'extraordinaire.
Vous comprenez? Dit autrement, l'extraordinaire n'est jamais dans la chose, il est dans les regards. Vous voyez? Donc dans l'activité. Pour nous, la base de la situation, comme dirait Sartre, Merleau-Ponty, ma première situation c'est le corps, mon corps. Hein? C'est-à-dire pour nous, la situation n'est ni construite comme le veulent les situationnistes, ni une émergence extraordinaire en soi. Pour nous, la situation d'abord dépend des corps. Hein? La première possibilité de situation, ce sont les corps. Hein? Il n'y a que les corps qui peuvent produire des situations. Ils les produisent toujours par un excès et non pas par une passivité, une réceptivité passive. Vous comprenez? Par rapport à ça, il y a un truc, il y a une chanson très belle sur les disparus en Argentine, que je ne sais pas si vous connaissez un groupe qui s'appelle, je vous conseille, s'appelle Les Fabulosos Cadillacs, personne ne connaît, c'est incroyable, c'est fou. Et alors donc, dans une phrase, il parle des disparus, le mec, non? Alors il décrit les différentes situations dans lesquelles on venait prendre les copines et les copains. Et alors, à un moment donné, quelqu'un du cœur lui dit « Mais pourquoi ils les ont disparus ?» Et le mec, il répond quelque chose de très incorrect et que c'est la pure vérité. Il le dit « Parce que nous ne sommes pas tous égaux. » Vous voyez? Parce que nous ne sommes pas tous égaux. C'est-à-dire que c'est quand même le fait, c'est parce qu'eux, ils ont agi. Vous comprenez? C'est parce qu'eux, ils ont agi. Ils les ont disparus, non pas parce qu'il y avait un événement extraordinaire qui était la dictature, vous voyez, ils ont disparu parce que nous ne sommes pas tous égaux. Porque no somos todos iguales, dice. Ne pas être tous iguales, en quoi ils ne sont pas tous égaux? Cette chanson, n'est-ce pas, vous savez, aujourd'hui la poésie passe beaucoup par la chanson, n'est-ce pas? Cette force poétique de cette phrase a cette capacité, cette qualité d'introduire l'idée de situation par une action qui vient du corps, n'est-ce pas, d'un excès de puissance, n'est-ce pas? Alors nous allons étudier la question de la situation, d'abord à partir du corps. Il y a des situations que là où il y a des corps engagés, chose qui effectivement va nous entraîner à une analyse critique de toutes les pratiques trop techniques qui sont des techniques dans lesquelles le corps n'est pas engagé, ou toutes les aspirations transhumanistes d'élimination du corps, ou les actions du diagnostic par big data, n'est-ce pas, dans lesquelles et les tout-vifs et les malades s'absentent. Vous savez bien, toute la tendance actuelle des délégations de la rationalité implique une s'absenter en tant que corps. Alors, pour nous, premier pas, disons, premier pas, comme qui présente un menu quelque part, non? Premier pas, l'agir est sous condition des corps, hein? Ce n'est que les corps qui agissent. Pourquoi? Parce que l'agir est un excès de puissance. L'agir est un excès de puissance dans lequel nous disons les corps fonctionnent. Nous sommes tout le temps dans le fonctionnement. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas opposer fonctionner, exister comme si il y avait la possibilité d'exister sans fonctionner. C'est-à-dire, non, les corps sont dans une dimension de fonctionnement. Hein. Fonctionner, ça signifie un dispositif qui se déroule par des faits normés. Vous voyez, ce sont des faits. Et il y a un excès de puissance qui met en cause le fonctionnement. Cet excès, là je vais rapidement parce que c'est ce qu'on va développer, c'est ce qu'on va développer, je présente un peu. Notre position, donc, est-ce qu'on essaiera de détailler, d'expliquer, d'explorer, c'est que la situation, elle est toujours sous condition de cet excès de puissance. Vous voyez, cet excès de puissance qui est ce qui va permettre de délimiter en extériorité quelque chose qui va apparaître comme extraordinaire, donc qui casse la ligne des faits normés, hein, c'est-à-dire qui fait irruption dans la ligne des faits normés, mais non pas parce que l'effet en soi, il est plus ou moins important, plus ou moins extraordinaire, plus ou moins grave, n'est-ce pas? Mais au contraire, parce que
cet excès de puissance provoque ce qu'on appelait l'appel. Hein, l'appel. Hein, c'est-à-dire, comme on parlait par rapport à l'avocat dans l'exemple de Camus, hein, on disait l'avocat, il se sent appelé, il se sent convoqué, hein, il sent les ploufs, n'est-ce pas? Et on disait, se sentir appelé, se sentir convoqué, n'est-ce pas, ne dépend pas d'une passivité, dépend d'un excès de puissance qui fait que ton activité te permet d'être sensible à ce que dans l'après-coup, tu sens comme un appel. Alors pour le dire avec un exemple concret, hein, pour la plupart des gens en Europe, qui a eu des dizaines de mille de morts dans la Méditerranée, est un fait. Pour la plupart des gens, ils n'ont rien à foutre. Pour d'autres, ils pensent que la Méditerranée fait un bon boulot. N'est-ce pas? Il ne faut quand même pas se cacher les yeux. Hein, et pour d'autres, c'est un fait grave. Mais c'est un fait. Vous voyez, c'est un fait. Et il y a des gens pour lesquels ça fait appel. Vous voyez? Alors, c'est la question de B à bas, la base de la question de l'agir. Cet appel, n'est-ce pas, n'est jamais dû, au-delà de l'horreur, des faits, l'appel, ce qu'on dit, ce qu'on dénomine un appel, n'est jamais dû à l'horreur du fait. L'effet peut être Hiroshima, vous voyez? L'effet peut être Hiroshima. Parce que Hiroshima, pour la plupart d'habitants de la planète, était un fait grave. Vous voyez? Vous vous rappelez les fameux films horribles de Marguerite Duras, à partir de Marguerite Duras, et Hiroshima, mon amour, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'elle répète de façon ennuyante, la bonne femme, n'est-ce pas? Vous vous rappelez? Non, vous vous rappelez pas? Tu n'as rien vu à Hiroshima, il le dit. Et le mec, il dit, j'ai vu l'horreur, j'ai vu le corps calciné, et elle répète, tu n'as rien vu à Hiroshima. N'est-ce pas? Tu n'as rien vu à Hiroshima dans les textes de Marguerite Duras, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Non, pour toi, Hiroshima, ce que tu me décris, c'est la gravité d'un fait énorme. Mais ce qu'elle est en train de dire, c'est l'autre dimension, cette dimension de « à moi ça m'appelle ». Ce que nous disons, c'est que « à moi ça m'appelle », c'est la façon dont on peut nommer la chose dans l'après-coup. Mais c'est mon excès de puissance, vous comprenez, qui rend ces faits graves un événement qui interrompt la chaîne des faits. Vous voyez? C'est-à-dire, ce qu'elle va dire, ce qu'il dit, la bonne femme, dans les films, dans les romans, ce qu'il dit, c'est « tu n'as rien vu ». Mais pourquoi tu n'as rien vu? Parce que si tu avais vu, tu serais autre. Vous comprenez? Si tu avais vu Hiroshima, tu serais autre. C'est-à-dire que l'effet normé, dans la vision de la situation classique, l'effet provoque un fait majeur, émerge un fait majeur, et qui te touche en tant que toi, Pierre, Marie, Jean. N'est-ce pas? Et en tant que, dans notre position phénoménologique, et c'est ce que Marguerite Duras va dire, c'est qu'effectivement Camus développe insinue dans la chute, c'est quand même que si ce que je veux percevoir comme un appel ne dépend pas de l'extériorité, mais dépend de mon excès de puissance. Mon excès de puissance qui fait que, tel comme je me construis, il y a quelque chose qui fait que ce qu'on nommera un appel me modifie dans mon être au monde. Pourquoi faut-il un excès de puissance et pas juste de la puissance? Parce que dans le fonctionnement, il y a une circulation de puissance quand même,
tu vois, c'est-à-dire dans les fonctionnements normés, il y a un niveau de puissance vitale qui permet que les choses soient ce qu'elles sont, tu vois, c'est-à-dire que l'existence est toujours ce qu'on nomme comme un excès de puissance par rapport au fonctionnement, et à la fois c'est ce qui permet que le fonctionnement existe, que le fonctionnement soit un fonctionnement, tu vois, c'est-à-dire, on nomme existence à cette désindividualisation, tu vois, c'est-à-dire on relance la donne quelque part, tu vois. Donc l'existence, c'est ce moment que pour parler comme Simondon, c'est pré-individuel, tu vois, c'est-à-dire quelque chose qui pousse les éléments de la situation, les pousse vers une dimension pré-individuelle. Tu vois, c'est ce que Camus, de façon poétique, tu vois, décrit. C'est-à-dire, l'avocat n'est plus un avocat d'affaires avec un succès, je sais pas quoi. Comme il y a cet événement, bah, l'avocat devient autre chose. Tu vois, il devient le mec qui est un lâche, qui détruit sa vie. Tu comprends, c'est que c'est un excès de puissance dans le sens que l'existence est marquée par ces émergences d'un moment de pré-individuation. La donne, elle est à nouveau, tu vois, faite. On refait la donne, on refait les jeux. Et alors, je trouve dans la phrase de Marguerite Duras un tout petit peu cette force-là, n'est-ce pas? C'est-à-dire, mais c'est un tout petit peu d'une façon plus soft, c'est ce qu'il décrit aussi Sartre quand il, dans les cahiers pour une morale, il décrit qu'est-ce qui s'est passé pour les communistes à l'époque de l'invasion de l'Hongrie en 1956. Alors il dit, tout le monde a parlé, mais pour personne n'était un événement. Vous voyez? Alors c'est quoi un événement? Un événement, il parlait de ses amis communistes, n'est-ce pas? Il disait, c'est pas un événement parce que un événement désordonne et réordonne la donne, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'un événement fait qu'il y a un avant et un après dans lequel quelque chose de ton être au monde n'est plus le même. Vous voyez? Est-ce qu'il faut en tirer que l'excès de puissance, et donc le fait d'agir, est un acte individuel? Ou est-ce qu'on peut entrevoir qu'il y a un excès de puissance qui peut déclencher d'autres excès de puissance? Ouais, tu vois, c'est la question de l'agir individuel ou de l'agir collectif. C'est comment tu fais le lien? Alors écoute, par rapport à ça, avec Bastien, bon, nous on travaille beaucoup par rapport à un philosophe qu'on aime beaucoup qui s'appelle Henri Michel, c'est un phénoménologue. Hein? Michel Henry, oui. C'est pas grave, le mec il a pas eu de sous pour s'acheter un nom de famille, tu vois, alors c'est comme les premiers ministres, tu vois, ils l'ont donné juste deux prénoms, tu vois. Alors donc, bon, Michou là, lui, il va mettre, lui il sera dans le courant phénoménologique, il va dire justement quelque chose qui coïncide avec la position réactionnaire de la psychanalyse majoritaire, dans tous les cas, tu vois, qui est, il n'y a que l'individu qui peut agir. Il n'y a que l'individu qui peut connaître cet excès. Cet excès, il faut un tout petit peu, pour celles qui se rappellent ou qui connaissent un tout petit peu les travaux de Varela, c'est quand même ce que Varela va mettre dans cette composition, n'est-ce pas, structurelle, ces couplages structurels dans lesquels tout à coup il y a un couplage structurel, il appelle ça, n'est-ce pas? Il y a un réordonnement de la donne et qui produit quelque chose d'autre. Pour la psychanalyse classique, ceci n'est possible que pour un individu. Pour Michel Henry, ceci n'est possible que pour l'individu. À tel point que Michel Henry, donc, il va dire que finalement, il faut s'occuper de sa vie antérieure. Antérieure, je sais que je prononce mal, des dedans, je veux dire, non? Ça se prononce bien. Très bien. Ouais. La vie antérieure, parce que sinon, ils disent d'avant, la vie d'avant, non. La vie antérieure, des dedans. Ok. Alors, Michel Henry, il dit, occupe-toi de ta vie antérieure. Voilà. Et tu n'as pas à t'occuper de ce qui apparaît comme l'horizon. Cette position-là que Michel Henry développe est la position que aussi développe la psychanalyse majoritaire, hein, qui dit, si tu es fait insomnie parce qu'il y a eu encore 300 morts dans la Méditerranée, mais cherche dans ton enfance qu'est-ce que ça signifie, n'est-ce pas? Et que c'est le côté archi-réactionnaire de la psychanalyse, n'est-ce pas? C'est-à-dire cet entonnoir qui est défini Deleuze et Guattari dans l'Anti-Oedipe, qui dit l'univers, les tribus, les classes sociales,
parle de maman, papa, la bonne et moi. Bon, alors Michel Henry, dans les courants phénoménologiques qui est le nôtre, dit pareil. De mon point de vue, ce qu'on appelle encore, hein, pas encore, non, encore. Non. Et je prends des cours en ce moment à l'Alliance française. Alors donc, ce qu'on appelle encore, effectivement, est ce qu'on a défini, développé, on peut revenir, mais pas ce soir tout, parce que sinon ça fait un tiroir énorme. Ce qu'on a défini comme encore, c'est ce qui fonctionne à partir, ces dispositifs qui fonctionnent à partir de ce qu'on appelait un état critique étendu. Un état critique étendu, ça veut dire qu'il y a, c'est le propre de la singularité du vivant, c'est ce qu'on a développé l'année dernière, mais bon, on peut revenir, mais pas ce soir, n'est-ce pas? On peut dire que ce que nous définissons comme les propres de encore, hein, et les modes de liaison entre les éléments, hein, qui le composent, les parties qui le composent, qui est ce que Giuseppe Longo et Bailly appellent un état critique étendu. Alors pourquoi, en deux mots, un état critique, vous savez, en physique de base, hein, c'est-à-dire un état critique, c'est quand tout à coup un ensemble de molécules se met à fonctionner pas seulement d'après leur nature propre, mais d'après le global. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'un état critique est une corrélation locale globale particulière qui fait que les molécules, vous voyez, d'un état critique fonctionnent pas seulement par rapport à leur propre, entre guillemets, nature, mais fonctionnent aussi par rapport à une double contrainte, ce qu'on avait appelé une double contrainte, qui est définie par ces corps. Vous comprenez ça? C'est-à-dire qu'il y a des éléments qui ne fonctionnent pas simplement par rapport à une logique, un axe interne, mais qui sont capturés par un axe interne, mais aussi à la fois par un axe extérieur. C'est compréhensible, ça. Hein? En politique, c'est tout bêtement, quand Margaret Thatcher a dit la fameuse phrase fantastique « la société n'existe pas, il n'y a que des individus », celle qui va nier, c'est qu'il y a un corps social. Vous voyez? Il va dire, au fait, tout le monde fonctionne d'après un axe propre. D'un point de vue un peu plus scientifique, un peu moins stupide, c'est ce que la biologie moléculaire prétend quand elle étudie les composants d'un corps vivant comme des éléments, hein, comme des éléments isolés qui peuvent s'agencer pour qu'émerge un fonctionnement d'ensemble. Non? Mais donc, il n'y a pas ce que nous avons nommé cette double contrainte. C'est compréhensible, c'est la double contrainte, c'est le double axe. Un axe dans lequel l'élément, quel que soit un être humain, un chien, une molécule, fonctionne par rapport à un axe propre, mais à la fois cet axe propre est capturé par un axe transcendant, je ne sais pas comment dire, n'est-ce pas? Extérieur. D'accord? Bon. Alors, donc, de ce point de vue-là, si ce n'est que les corps qui, dans un excès de puissance, peuvent produire une situation, parce que donc produire une situation, pourquoi? Parce que dans mon excès de puissance, je perçois et j'agis, non, par rapport à ces trucs-là, parce que ces trucs-là me modifient, n'est-ce pas? Bon. De ce point de vue-là, pour nous, un corps n'est pas forcément un individu. Tu vois? C'est-à-dire que... Parce que comme tu prenais l'exemple de la chute... Si, mais un corps n'est pas forcément un individu. Un corps est tout ensemble dynamique qui arrive à un fonctionnement non agrégatif, mais organique. N'est-ce pas? Un agrégat, c'est effectivement ce que la biologie moléculaire considère les éléments qui s'agencent, ou ce que Thatcher et le néolibéralisme considèrent la société sont des individus. C'est un agrégat. Un organisme, tel comme Whitehead va le définir, comme nous développons, un organisme, c'est quand il y a cette double contrainte, n'est-ce pas? Cette double contrainte, elle est, pour le dire comme ça, autodéterminée. On ne peut pas la décider, n'est-ce pas? On ne peut pas décider. On ne peut pas dire je vais m'agencer avec toi. Hein? C'est bel et bien l'échec de toutes les tentatives sociales de déterminer des ensembles par rapport à des catégories conscientes. Hein? C'est-à-dire, on voit bien comment dire ce qui nous unit est
notre classe, ce que nous... Je ne sais rien, regardez là, justement, j'écoutais aujourd'hui les élections en Israël, n'est-ce pas? Vous voyez, c'est-à-dire de dire, ce qui nous unit, c'est qu'on est des juifs, qu'on est en Israël. Ben, non, c'est-à-dire, ça ne les unit pas. Vous voyez, ça ne les unit pas. C'est-à-dire, c'est un bordel pas possible, avec une violence pas possible, avec une intolérance pas... Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on ne décide pas. On ne décide pas ce qui fait organisme. Ce qu'on fait sans arrêt, c'est spéculer sur des agrégats qui vont fonctionner. Alors l'agrégat, juste pour parler bien de Guy Debord dont je parle toujours mal, c'est vrai que Guy Debord va définir ce que nous nommons un agrégat comme ce qui réunit les séparés, mais en tant que séparés. Vous comprenez? Il réunit les séparés, mais en tant que séparés, non pas organiquement. Dans l'organisme, il y a cette redistribution de la donne qui fait que être capturé par un organisme multiple signifie qu'effectivement, mon être au monde est modifié. Tu vois, est modifié. Ce que dit Christophe et toi, est-ce que c'est pas le groupe en fusion, ce qu'on appelle ça? Le groupe en fusion de Sartre est effectivement la plante douloureuse d'un Sartre marxiste. J'aime beaucoup Sartre, hein, mais effectivement, c'est la plante douloureuse. Pourquoi? Parce que ce niveau-là de pré-individuel ou de désindividualisation, non, qui est l'événement. Et tout à coup, la donne, ce que nous sommes, ce que nous ne sommes pas, tout à coup, foum, disparaît parce qu'on est pris dans une restructuration, n'est-ce pas? Ces moments-là et les moments, ce qu'il appelle des fusions, les groupes en fusion, c'est le moment effectivement de la création, c'est le moment de l'excès de puissance. Et Sartre, il dit de façon douloureuse, mais malheureusement, les groupes en fusion, après, engendrent une structure structurée, structurante, hiérarchique, je ne sais pas quoi. Bon, de notre point de vue, effectivement, ces moments-là de pré-individuation dans lesquels la donne elle est redonnée, les moments, je sais pas, dans lesquels la nana, mettons, dont parle Marguerite Duras, pour elle, elle avait vu Hiroshima, n'est-ce pas? Elle avait vu. Mais ces moments-là dans lesquels il y a eu un événement, dans lequel elle a pu co-construire avec l'élément extérieur, mais co-construire un extraordinaire, ces moments-là est un moment. Après, il y a une restructuration, tu vois, qui dit restructuration. Alors, les problèmes des révolutionnaires du monde entier et des amoureux sont les mêmes problèmes. Hein. C'est que les moments de pré-individuation dans lesquels il y a un pari, non, nouveau, dans lesquels c'est parce que c'est toi, c'est parce que c'est moi, et donc il y a quelque chose d'un réordonnement de la donne, engendre une autre structure, n'engendre pas une ouverture permanente. Tu vois, c'est-à-dire, il n'existait pas, tu vois que c'était un tout petit peu, pour les gens de ma génération, le problème c'était de savoir quel modèle social était le modèle dans lequel, pour le dire comme ça, tu étais toujours dans la pré-individuation. Tu vois? Et au fait, on ne se met pas que le doigt dans l'œil, parce qu'effectivement, ce qui se passe, c'est que après la Révolution, comme dirait Deleuze d'une façon un peu élitiste et provocative, toute révolution est trahie. Bien sûr, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Vous savez, dans l'abécédaire, il dit ça. Pourquoi il est trahi? Mais il est trahi pour un fait clair et net. C'est-à-dire que la révolution n'est qu'un moment. Il n'y a pas d'état révolutionnaire. Et ce que Lecce, vous savez, il était argentin quand même, et ce que Lecce va dire, n'est-ce pas, est-ce que nous avons suivi en tant que guévariste, il va dire quelque chose qui répond à Sartre là-dedans. Il dit, un révolutionnaire fait la révolution. Tu vois? Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire qu'il n'y a pas d'état révolutionnaire. C'était sa grande différence avec Castro qui lui a coûté la vie. On l'a envoyé mourir en Bolivie. Pourquoi? Parce que tous les mouvements révolutionnaires du monde entier, et les mouvements hippies en créant ces communautés, et les sionismes en créant les kibbutz, et les kolkhoz, et bon, tout, n'est-ce pas, tout ce mouvement comme ça, mystique et prophétique des années 60-70, a voulu construire un modèle qui soit un modèle sans modèle, n'est-ce pas? Et alors, effectivement, le problème c'est ça, le problème c'est que le moment événementiel, le moment pré-individuel qui réordonne la donne, est un moment. Alors nous allons essayer d'étudier, mais pas aujourd'hui,
les conditions, effectivement, de cet excès de puissance. Pourquoi est-ce qu'est-ce que signifie tout à coup, face à cet excès de puissance, pouvoir l'écraser, n'est-ce pas? Parce que, comme on disait l'année dernière, la vérité, c'est que nous tous, autant que nous sommes, sauf à être d'un narcissisme pathologique, nous passons aux longueurs de nos journées et chaque jour à côté des faits gravissimes sans réagir. Mais en permanence. Vous voyez? Et même pour quelqu'un qui est très engagé et qui fait plein de choses, même quelqu'un de très engagé et fait plein de choses, eh bien, ça sera maximum 5% de l'activité de sa vie, vous voyez, c'est-à-dire même n'importe qui, vous voyez, c'est-à-dire engagé même comme Picasso, ou engagé comme Einstein, ou engagé comme Lecce, ou engagé peu importe, qu'est-ce qu'on appelle, quel type d'engagement, engagé amoureux, n'est-ce pas, les amoureux aussi, je disais tout à l'heure, les amoureux ont le même problème que les révolutionnaires, parce que les amoureux, ils veulent que le moment où se réordonne la donne, et dans lequel il y a cette fusion amoureuse, ne produisent pas une structure. Et alors, comme ça produit une structure, après, ils se sentent déçus, trahis, etc. Bon. Et alors, donc, effectivement, ces moments-là, en tant qu'un moment, produit forcément une structure. Oui. Alors, ce que nous voulons essayer de voir, c'est ces moments-là, non, est un moment qui ne peut pas être un moment permanent. Quand je me balade dans la rue, il suffit de marcher dans la rue, il suffit de respirer pour être absolument sourd, profond, à 90% d'horreur, vous comprenez? C'est-à-dire, c'est comme ça. Alors, la question, c'est justement la démoralisation. Démoraliser dans le sens de sortir de la morale, et non pas de démoraliser de quelqu'un, de décourager. Les trucs par-delà les bien et mal, comme dirait l'autre, non? Comme dirait Nietzsche. Justement, et de dire, mais ce qui compte, c'est la possibilité de cet excès de puissance qui nous permet, dans un pourcentage petit de notre activité, agir. Vous comprenez? Il n'y a pas la possibilité. Vous voyez ça, parce qu'on a tous des amis et des amieuses, comme vous voulez, casse-couilles, engagés, qui nous accusent de ne pas être dans son engagement, n'est-ce pas? Et on dit, mais bien entendu, je ne suis pas dans ton engagement, ni dans 10 000 autres, et pire encore, tous ceux qu'on ne peut même pas percevoir. Pourquoi? Eh bien, parce que, pour le dire comme ça, effectivement, si nous adhérons à l'idée, d'adhérer, rien du tout, c'est-à-dire de comprendre au moins l'hypothèse phénoménologique, non? Dans l'hypothèse phénoménologique radicale, que la situation dépend de cet excès de puissance, eh bien, ceci veut dire, ni plus ni moins, que l'injustice n'existe pas. Que l'injustice n'est fruit et ne dépend que d'un excès de puissance qu'en pouvant imaginer quelque chose de mieux, détermine comme injuste quelque chose que jusque-là pouvait être grave, moche, mais noblement injuste, vous comprenez? Et c'est ni plus ni moins ce que Marx dit quand il dit que l'humanité ne se pose de problème que ce qu'elle peut résoudre. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème en soi. Les problèmes, c'est que nous nommons un problème, c'est que nous nommons un problème dans notre vie individuelle et sociale, c'est que nous nommons un problème et toujours sous condition de cet excès de puissance qui rend extraordinaire quelque chose que jusque-là était ordinaire. Excusez-moi. Tout à l'heure, en t'écoutant rappeler organisme, double contrainte, tout ça, et par rapport à la situation, l'excès de puissance et dire qu'une situation voilà, bien, je sais pas appelle, trop créée, ou je sais pas comment le dire, je me demandais si tu allais jusqu'à dire ou proposer que si la situation en elle-même est un organisme qu'on pourrait être, je sais pas. Effectivement, bon, là on va s'arrêter pour aujourd'hui, mais effectivement c'est tout à fait dans ce sens-là que nous allons. Effectivement, dans l'émergence d'une situation, il y a quelque chose d'un lien organique, mais un lien organique qui est
poussé par l'intérieur, tu vois, qui n'est pas délimité par un agrégat externe, tu vois, ou par un clinamen quelconque, non? Alors, oui, effectivement, si la situation est ce qui est produit par un corps ou des corps agencés, n'est-ce pas? C'est ce que Spinoza dit, c'est-à-dire qu'une singularité peut être l'effet d'un individu ou des individus agencés. Hein? Alors, effectivement, si une situation est ce qui produit dans un excès de puissance un corps ou des corps agencés, effectivement, la situation doit son unité au fait d'une certaine criticité étendue, donc une sorte de lien qui réordonne tout. On peut retrouver d'ailleurs l'autopoïèse, on peut retrouver... Absolument, si, absolument, absolument. Nous, en étudiant la question de l'excès de puissance, la question de l'éthique situationnelle, à la fois, la prochaine fois, on voulait aborder un point qui est très important, c'est-à-dire qui est d'essayer, je dis juste ça, après on s'arrêtera là, hein, sauf si y a la question, mais c'est quelque chose que, par exemple, la psychanalyse en parallèle avec la politique moderne a beaucoup de mal à comprendre, n'est-ce pas? Qui est le rôle de la volonté, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que, effectivement, si nous disons que l'événement est une réordination de la donne, ça veut dire que ce n'est pas moi en tant que sujet stable qui vit une situation, c'est une dissolution des sujets que j'étais et un réagencement, n'est-ce pas? Donc il n'y a pas un moi qui décide, il n'y a pas un moi qui est dans la décision, il y a une réordination de cette moi-là. Ok. Mais alors, nous ne pouvons pas dire que ce soit le tout du fonctionnement des humains. Au contraire, les fonctionnements des humains se passent plutôt, la plupart du temps, dans un fonctionnement dans lequel des moi institués, déjà individués, agissent, n'est-ce pas? Agissent, font des choses, disons, n'est-ce pas? Alors, cette faire dans les fonctionnements est un faire que lui, oui, a à voir avec la volonté. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on ne peut pas, et la psychanalyse a beaucoup du mal à faire avec cette double dimension, n'est-ce pas? Parce qu'il y a la dimension, disons, désirante, hein, qui est la dimension de ce qui structure le sujet, en tant que sujet assujetti, en tant que sujet de désir. Mais il y a une autre dimension, qui est la dimension du fonctionnement, dans laquelle la question de la volonté moïque, la volonté du moi, rentre en ligne de compte. N'est-ce pas? Et dans la psychanalyse et dans la politique classique, cette différence, on a beaucoup de mal à la faire. Vous voyez? Je veux dire que c'est la question qu'on va aborder, la question du libre arbitre. C'est pas la question de pourquoi, dans l'événement, dans l'agir, il n'y a aucun libre arbitre en fonction, pour dire comme ça. Hein? Ce n'est pas le libre arbitre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de sujet, hein, puisque le sujet, il est dilué et réagencé. Alors quelque chose là, que, bon, ce n'est que le menu, hein, c'est la présentation de la problématique qu'on va développer la prochaine fois, c'est cette idée de que l'agir n'est pas le fruit d'une liberté agissance dans le sens des Buridan, ou dans le sens cartésien, ou dans le sens de j'ai agi d'après ma conscience. L'agir est justement une liberté, pour dire comme ça, autodéterminée. Autodéterminée. Non? Et les libres arbitres, pourtant, ça existe aussi les libres arbitres, à niveau de la volonté. Mais tant qu'on est dans les niveaux de fonctionnement. Vous voyez, c'est là où on va différencier bien les niveaux de l'existence et les niveaux de fonctionnement. C'est-à-dire, c'est vrai quand même qu'à niveau du fonctionnement, nous sommes sur un régime des volontés. Une question qui est sérieuse, hein, elle a l'air de ne pas être sérieuse. De qui ou de quoi dépend qu'ici sur une situation? Qu'ici sur une situation? Oui. De qui ou de quoi ça dépend? De chacun qui est dilué et c'est... Dans une... je ne sais pas... Ciao, Domani. Et je ne sais pas ici, tu vois, ce que je peux te dire, c'est que ce que j'ai expérimenté... C'est pas du tout ironique, hein? Non, 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 c'est pas ironique du tout. Et ce que j'ai expérimenté, si tu veux, très très souvent, heureusement, dans ma vie, c'est dans un laboratoire, dans un groupe de recherche, dans un groupe de travail, que ce soit de recherche scientifique ou
tu vois, des recherches sociales, tu vois, dans un quartier, j'ai expérimenté que tout à coup, il s'est passé quelque chose dans lequel ce qui s'est passé là. Tu vois? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout à coup, la plupart du temps, on est dans un régime de fonctionnement transitif. Transitif, ça veut dire ce qu'on fait ici, on le fait parce qu'on l'a programmé, parce qu'on va aller là-bas, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a une prédictibilité possible. Et à un moment donné, cet excès de puissance, mais nous pouvons tous le voir ça, c'est-à-dire cet excès de puissance fait que ce qui se passe échappe de la ligne de fait, tu vois, c'est-à-dire, et pour le dire avec ces mots-là, mais il peut y avoir d'autres mots pour le dire, mais ce qui se passe là. Tu vois, c'est ce qu'on dit d'un point de vue épistémologique, comme que le tout est dans la partie. Tu vois, en tant que dans le fonctionnement, le tout est une sorte de tout qui englobe le fonctionnement. Tu vois, c'est pour ça qu'il est toujours défaillant, parce qu'il n'y a pas un englobé général, parce qu'il y a un excès. Mais tu vois, c'est-à-dire que quelque chose devient situation dépend toujours de quelque chose d'absolument imprédictible, mais qui fait que, tu vois, par exemple, dans un groupe de recherche, je te dis, social, je pense là maintenant à des choses qu'on a fait dans un quartier périphérique de Florence, que tout à coup, il y a eu une sorte d'évidence, n'est-ce pas, évidence par le groupe qui était en train de travailler là. C'est comme une sorte d'évidence que le tout est là. Tu vois, c'est-à-dire que tu n'es plus en train de calculer ni une morale, comme dirait Simone de Beauvoir, une morale des conséquences, tu vois, ni la suite. Non, tu vois, c'est cette expérience que les vivants et les humains, on peut avoir, cette expérience de que nous sommes face à dans une totalité. Moi j'appelle ça coule de source. Il y a un truc qui coule de source, mais c'est vrai que dans l'expérience amoureuse, c'est ce qui se passe, tu vois. C'est dans l'expérience amoureuse, c'est pas que tu te dis, l'amour, c'est pas l'addition de tous les amoureux, ce n'est pas plus que la somme des parties. Il y a un tout d'une évidence. Je pense que dans des activités de recherche, dans des activités artistiques, dans des activités de résistance ou d'émancipation, tu vois, c'est pas partout. Tu vois, je pense pas que dans les commerces, dans la banque, tu vois, il y a certaines conditions, disons, n'est-ce pas, qui permettent qu'il y ait une présence. Mais effectivement, devient situation, il est devenir situation. Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas, si tu veux, toujours les sectes essayent de faire ça. Tu vois, la secte est toujours essaye de faire les ersatz des situations. Ce qui se passe ici, mes frères, se passe ici. Tout est pipeau. Parce qu'effectivement, la situation n'est pas décidée. N'est pas décidée. Et l'intensité que tu sens dans ces situations, que c'est, je ne sais pas si vous avez entendu ce que j'ai fait avec Friedman l'autre jour à la radio sur France Culture, c'était sur l'amour, le film R, non? Vous savez, la machine amoureuse, je vois. Eh bien, que tout à coup, quelque chose devient situation, non, d'un point de vue amoureux, le problème est que, d'un point de vue cérébral, d'un point de vue fonctionnement, l'intensité que je sens quand je suis dans une situation événementielle, je peux la reproduire artificiellement par les circuits cérébraux, n'est-ce pas? C'est-à-dire que je peux reproduire dans ma sensibilité la même intensité que je sens quand je suis dans une situation, tu vois? Et les problèmes de notre époque, c'est justement celui-là. Quelle est la différence? Puisque je peux reproduire la sensation de l'événement, quelle est la différence? Et alors la question là avec Friedman, c'était ça, c'était les machines à faire l'amour par exemple, n'est-ce pas? On ne l'avait pas encore nommé, l'horrible Laurent Alexandre, qu'il faut toujours, quand même un peu parler de mal de lui, un peu. L'horrible Laurent Alexandre, c'est ce qu'il dit dans son bouquin, les machines font l'amour, les robots font l'amour, qu'il dit, une machine peut faire l'amour beaucoup mieux qu'un partenaire. Et alors, là où les canailles ne se trompent pas, c'est que d'un point de vue des circuits cérébraux, effectivement, je peux activer les mêmes circuits de l'orgasme, du plaisir. Mais c'est un problème de culture. Qu'est-ce qui se passe avec notre culture qui trouve qu'il y a un continuum entre la machine et le vivant, tel que
finalement, les sensations déclenchées d'un orgasme sexuel, on ne voit plus la différence avec ces sensations-là et la chose qu'on nomme un rapport amoureux, vous voyez. C'est Castoriadis s'appelle le plaisir d'organe, tout simplement. Castoriadis. Mais c'est quelle émission? Non, c'était la semaine dernière chez René Friedman. René Friedman, voilà. Bon, écoutez, pour la prochaine, c'est le 16 octobre, mercredi 16 octobre. Et tous les trucs hyper intéressants que vous allez faire au milieu de vous échanger, vous voir, proposer des textes sont bienvenus. Et sinon, ben sinon non. Sinon, on se voit le 16 octobre.